Bonjour et bienvenue sur les ondes de radio ici et maintenant. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une émission spéciale où nous aborderons un sujet crucial. Aujourd'hui, nous avons le privilège de retrouver Corinne Lamy, spécialiste de l'éducation et des enfants en difficulté, accompagnée de Vanessa Elkaïm Rimmer, avocate au barreau de Paris, docteur en droit, fondatrice de l'association AVIF et directrice d'une école de droit, l'école Élige. Ensemble, nous allons plonger au cœur d'une réalité souvent méconnue, les violences conjugales. Au fil de cette émission, nous aurons la possibilité également d'entendre des témoignages poignants de femmes qui ont bravé ces épreuves et reconstruit leur vie grâce au soutien inestimable de l'association AVIF. Corinne et Vanessa, je vous souhaite la bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Merci d'être avec nous. Bonjour Morgane, bonjour, quel plaisir de nous retrouver toutes les trois pour ce sujet ô combien important. Merci Vanessa encore pour ta confiance. Merci. On va parler de témoignages extrêmement importants. Nous allons vous confier 5 témoignages de 5 personnes. Nous avons dû changer leur prénom évidemment, mais restez à l'écoute et surtout si vous avez des questions pour Vanessa ou éventuellement des questions d'éducation pour moi, n'hésitez pas, et même Vanessa pourra y répondre, ça ne fait aucun doute. Voilà, nous nous étions vus et nous avions eu une précédente interview au mois de novembre 2023. Exactement. Nous n'avions pas encore les chiffres des violences familiales, des violences conjugales. L'association de Vanessa, en fait, inclut dans les violences familiales les violences conjugales. Nous parlerons donc de violences familiales. Et nous avions des chiffres sur les plaintes au parquet sur les violences conjugales qui étaient moindres que cette année. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, nous avons une baisse des chiffres de féminicide, mais une hausse des plaintes, ce qui est, à mon sens, quand même de bon augure. Donc, il se passe des choses importantes auprès de ces sujets-là. Et les choses avancent malgré tout, mais évidemment elles existent encore énormément. Il y a minimum une femme sur 10 qui souffre encore aujourd'hui de violences familiales, de violences conjugales. Donc le sujet est encore d'actualité et il faut continuer à y travailler. Il faut que les femmes osent frapper à la porte de l'association de Vanessa qui est l'AVVIFE, qui est l'association pour les victimes de violences, d'information, formation et écoute. Et là, ils y trouveront de l'aide, du soutien. Et on sait combien ces femmes-là ont besoin qu'on leur donne la main. Car souvent, elles sont dans des situations de maltraitance, elles sont dans des situations de vulnérabilité et de faiblesse. Donc, merci beaucoup Vanessa pour le travail que vous faites au quotidien. Nous allons t'écouter. Le premier témoignage que tu vas nous donner, nous allons parler de Sylvie. Qui a souffert de violences et il y avait en présence d'enfants. Et on sait combien, et on dit même, tu as pris le soin de rappeler ce qu'un psychiatre disait à ce propos et lors du précédent interview, que lorsque des enfants souffrent, sont en fait en présence de violence et au sein de foyers dysfonctionnels, souvent reproduisent et eux-mêmes peuvent. Et la société d'aujourd'hui nous prouve ô combien que des enfants qui sont dans la rue sont des victimes souvent et malgré tout ils doivent être jugés comme toute personne qui pose des problèmes à la société. Donc à nous en amont et merci donc pour ce témoignage de Sylvie. Ensuite nous aurons un témoignage pour les violences habituelles avec le compagnon de Carole. Et ce sont des violences habituelles qui souvent avaient lieu en présence de leur fils. Donc, merci à toi. Nous aurons ensuite Marie et nous allons voir comment elle a pu s'en sortir. Exactement. À savoir qu'elle a pu s'en sortir, mais qu'aujourd'hui encore, il se trouve qu'on est obligé de suivre le dossier et la situation de cette famille. Nous avons Sarah, qui, elle, a subi des viols entre époux
Et donc, tu vas nous en parler. Merci à toi, Vanessa. Et pour finir, on aura un témoignage. Un témoignage de viol entre concubins après séparation. Exactement. Alors, et là, il s'agira d'Aline, et tu as pris le soin de me dire, et ça se termine bien. Alors, je voulais terminer par le témoignage d'Aline pour dire que, effectivement, lorsqu'on fait appel à des associations, lorsqu'on prend tous les outils que la société peut nous donner pour se sortir de cette situation, on peut s'en sortir, comme tu disais à notre dernière interview. On peut s'en sortir, il faut s'en donner les moyens. Et oser frapper à la porte d'associations telles que la tienne. Merci Vanessa. Merci. Donc nous allons t'écouter et merci encore à toi. Mais écoute, merci Corinne pour cette présentation. Merci Morgane de m'avoir à nouveau invitée dans le cadre de ton émission. Effectivement, la dernière fois, au mois de novembre, nous avons évoqué un peu le cadre, en brossant le cadre législatif, en parlant un petit peu de ce que nous faisons, nous, au quotidien dans le cadre de l'association. L'idée est vraiment aujourd'hui de recentrer notre débat et de recentrer, j'allais dire, le sujet vraiment sur ces témoignages. Plus que de longs discours, je pense que les mots de ces femmes sont assez éloquents. Juste avant, permettez-moi, avant de vous lire livrer les témoignages de ces femmes, bien sûr, qui sont anonymisés, je voulais quand même vous présenter l'association, vous présenter aussi le travail que nous faisons et derrière... moi, évidemment, il y a toute une équipe qui œuvre. La particularité de l'association Avif, c'est que nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Il y a à peu près 3 ans, on s'est rencontrés dans un cadre associatif et la volonté criante de continuer, de pouvoir œuvrer, accompagner, briser le silence de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants était une évidence. Et donc, on a décidé, donc moi, avocat, force d'une expérience de 24 ans dans le domaine du droit de la famille, il y avait également, il y a toujours une psychologue, donc on a un pôle psychologue, on a un pôle également d'écoute, il y a des femmes, des hommes et des enfants qui ne souhaitent uniquement être écoutés. Nous avons également quelqu'un, donc ancien travailleur social, qui va accompagner les victimes au commissariat pour porter plainte et pour justement dénoncer les faits dont elles sont victimes. Vous avez également quelqu'un, on parlait de reconstruction, on a justement des spécialistes pour reconstruire, des gens qui vont aider, donc des coachs professionnels qui vont vraiment accompagner ces victimes. Alors, je me permettrai, pour aller plus vite, et les statistiques, hélas, parlent d'elles-mêmes, je parlais de femmes victimes de violences, il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi des hommes victimes de violences, les enfants, et c'est pour ça que je parle de violences familiales, parce que j'inclus les enfants qui sont des victimes directes. Donc voilà, donc ça c'est pour vous expliquer le travail que nous faisons au quotidien, et Corinne et Morgane vous dire que, du coup, je ne sais pas s'il y a toujours le petit colibri qui était tout à l'heure, c'est que je pense que chacune d'entre nous, on doit faire notre part. L'idée d'Avif, et comme toute association, c'est que finalement, tant qu'il y aura une victime, il faudra continuer le combat. Et ce petit colibri qui, finalement, vous connaissez bien la légende amérindienne, c'est-à-dire que ce petit colibri, il y a un feu et tous ses camarades s'en vont. Il dit, mais va-t'en, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais moi, avec mon petit bec, je prends un petit peu d'eau et j'essaie d'éteindre le feu. Mais tu n'y arriveras pas. Il dit, mais si chacun fait sa part, on va y arriver. Donc je pense que, et tout à l'heure, Corinne, je rebondis sur ce que tu disais en disant, les chiffres démontrent que finalement il y a une diminution des féminicides mais une augmentation des plaintes, c'est que finalement le travail collectif des associations, des professionnels a eu des répercussions positives. Je vais juste reprendre quelque chose par rapport aux violences conjugales, aux violences familiales subies par les hommes. Le chiffre est extrêmement mineur par rapport aux violences signalées par les femmes. Ça existe, oui, c'est évidemment, il ne faut pas l'ignorer, mais c'est extrêmement mineur. Exactement, Corinne. C'est pour ça que je disais les statistiques parlent d'elles-mêmes. Je veux ne pas froisser les sensibilités de certains hommes qui écouteraient en disant on parle que des femmes et on oublie les hommes. Je dis il y a des hommes, mais
j'allais dire tant mieux dans le malheur, ils sont moins, en tout cas, moins touchés que les femmes. Nous avions à notre précédent entretien parlé de la souffrance, effectivement, de vécue également par des hommes et des violences subies également par des hommes. Merci. Donc voilà, donc c'était juste cette précision pour ne pas froisser quelconque auditeur qui pourrait nous écouter en disant on est oublié, donc je n'oublie personne. Non, du tout, on n'oublie personne. Et donc vous dire aussi, et ça je vais rebondir sur ces plaintes, et du coup c'est vraiment l'introduction par rapport aux différents témoignages, c'est que comme disait Morgane tout à l'heure dans sa introduction, l'idée c'est que ces femmes puissent être crues, et que finalement, on n'a pas à convaincre à nouveau la personne qui nous écoute quand on porte plainte. Et ce qui est, je trouve, une avancée fondamentale, une avancée qu'on doit souligner, c'est que finalement, quand ces victimes vont au commissariat, elles ont une écoute beaucoup plus attentive et elles ont une meilleure prise en charge. Et là, je peux vraiment saluer tous les commissariats qui ont fait un effort et qui aident. On a même des assistantes sociales dans les commissariats qui aident justement à libérer la parole. Je vais ajouter sur tes propos qu'aujourd'hui, il est en tous les cas prévu qu'il y ait un référent violence familiale. Il y a un référent pour requérir et pour prendre les plaintes des femmes qui subissent des violences. Tout à fait. Des petites précisions, oui, je me permettrais tu as tout à fait raison. Et ce que je voulais dire également à nos auditrices, à nos auditeurs, c'est que si elles sont concernées, alors de près ou de loin, par les violences familiales, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. Je vous donne le numéro de l'association 07 60 27 20 81 07 60 27 20 81. Nous sommes des professionnels, alors on est bénévoles, je le souligne toujours, on est bénévoles, c'est important, on écoute, on ne juge pas, notre objectif c'est d'accompagner et de dire aussi à nos auditrices, à nos auditeurs que l'on s'en sort. Pour parler du premier témoignage, et du coup c'est celui de Sylvie, pour vous dire, j'ai fait une extraction un petit peu des conclusions de partie civile que j'avais rédigées au moment où j'avais défendu Sylvie, où justement c'est une femme qui a été victime de violences, et c'est un dossier qui m'a beaucoup touchée parce que c'est un dossier qui est ancien. Et cette femme était au départ venue me voir dans le cadre de l'association. On était tout au début de l'association où justement elle voulait divorcer et voulait divorcer à l'amiable. Alors ce qui est quand même important de souligner, c'est qu'aujourd'hui la parole se libère et qu'une femme va dire « je suis victime de violence, aidez-moi » et elle arrive à mettre des mots sur des mots. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était « j'en peux plus, je veux partir, sortez-moi de cette situation, divorçons rapidement ». Et j'avais eu cette femme-là et je lui ai dit, écoutez madame, il faut être deux pour divorcer, monsieur veut pas, enfin à l'époque, monsieur veut pas, il y a d'autres moyens. Et finalement, dans son malheur, et là c'est là qu'elle commence à me dire qu'elle a été victime de violence, et finalement dans son malheur, il a été plus qu'odieux. Et donc je vous dis juste je vous raconte un peu l'histoire, et je pense que, voilà, j'ai fait un extrait de la plainte qu'elle a déposée pour vous faire comprendre les agissements répréhensibles de son conjoint, son époux en l'occurrence. Hier soir, le 20 juin 2020, mon mari était invité chez des amis dans la région parisienne. Je me suis retrouvée seule avec notre fille, Morgane. Désolée, mais c'est pas le bon prénom, j'ai modifié. Mon mari est rentré vers 5h du matin. Comme une furie, il a commencé à crier sur notre fils, puis nous a insultés. Il s'en est pris à moi, puis aux enfants. Il était très alcoolisé. J'ai enregistré les faits sur un enregistrement audio d'une durée d'1h48. Cet enregistrement contient des menaces de mort, des insultes envers ma personne, des insultes envers nos enfants. C'est mon fils à chaque fois qui a dû tempérer mon mari et s'est interposé entre lui et moi. Mon mari m'a mis quelques coups. Il m'a mis une gifle sur la joue. Je ne me rappelle pas très bien ce qui s'est passé. C'est une tape, une gifle franche, je ne sais plus. Tant la douleur était forte. Dans le dos. J'ai 2 points dans le dos et je ne sais pas comment je me suis fait ça. J'étais vadiquée, j'étais déjà allongée. Il m'a mis des coups de poing, puis il me saisissait par les bras et me tirait du lit. Me donnait une tape sur le visage, il m'insultait et me hurlait dessus. Je vous précise que mes 2 enfants étaient présents,
car les faits se sont déroulés dans la chambre. Je vous signale également que je dors depuis 4 ans sur un lit-tiroir dans la même chambre que mes enfants. Sur les différentes insultes, excusez-moi, c'est un langage fleuri, mais je veux citer ce qui a été dit. Va te faire enculer, tu n'es qu'une pute. Les enfants et toi, allez tous vous faire enculer. Il a répété ensuite que je ne sais pas combien de fois, je ne te supporte plus, tu n'es qu'une merde. Et c'était en boucle. Il m'a dit je vais te tuer à plusieurs reprises. Mon fils a essayé de le calmer, sans succès. J'ai voulu partir car je me sentais menacée, en danger. Je me suis levée, il m'a empêché de partir. Il s'est mis devant la porte d'entrée de l'appartement, puis il m'a saisi par les vêtements, par le bras. J'étais en robe de chambre et en pieds nus. Il m'a poussé violemment pour que je sorte de la maison. Je suis descendue par l'ascenseur et je suis sortie dans la rue. J'ai appelé la police avec un de mes téléphones. Les policiers arrivent et ils me disent qu'il y a des effectifs de police devant mon domicile. Mon mari était sorti, avait pris sa voiture pour me chercher. Il était au feu rouge de l'angle de la rue, je vous fais grâce de l'adresse. Moi, je fumais une cigarette. Et puis, mon mari a baissé sa fenêtre avant côté passager du véhicule et il m'a dit « Tu es contente de toi ?» Et ensuite, il a tourné. Il avait déjà vu le véhicule de police devant notre immeuble. Quand il a vu ça, mon mari a fui et a mis un coup d'accélérateur. À ce moment-là, mon mari a continué à m'invectiver en disant « Tu es contente de toi, tu as obtenu ce que tu voulais ». Les policiers l'ont sorti du véhicule. Les policiers se sont mis à 4 pour le maîtriser. Il était à terre. Ils étaient au moins 4 pour l'interpeller, car il était extrêmement virulent dans ses paroles et dans ses gestes. La question qu'on se pose, c'est mais y a-t-il eu des violences antérieures? Et là, elle nous dit, dans votre dépôt de plainte en date du 20 juillet 2019, vous nous parlez de violences dans le passé. Pouvez-vous expliquer les faits? Ce sont surtout des violences verbales, constamment des insultes pour me rabaisser. Connasse, salope, tu n'es qu'une merde. Sale juif, grosse pute, va te faire enculer, ferme ta gueule. Tu ne sers à rien. Et puis, il s'en est pris à notre fille. Alors, je vous ai fait des extraits, mais en réalité, madame, quand elle a commencé à dire stop, il s'en est pris à leur fille qui a aujourd'hui 18 ans et qui aujourd'hui a des troubles. Parce il l'a traité des mêmes noms qu'il traitait sa femme. Et donc, elle a été aussi victime de violence de la part du papa, uniquement elle, et pas le garçon. Et je vous fais grâce parce que il y en a d'autres témoignages, mais pour vous dire, c'est que cette femme, ce qui s'est passé, je pense que vous l'avez compris, elle est partie. En fait, au départ, on n'avait pas d'éléments, mais il a été pris en flagrant délit, si vous voulez. Les flics ont été appelés, il a été emmené, et finalement. Et c'est un dossier qui m'a marqué pour 2 raisons, parce qu'il était sous contrôle judiciaire avant d'être envoyé dans le tribunal correctionnel, et j'en parlais avec mes associés tout à l'heure. C'est un dossier qui m'a marqué, parce que la violence des faits à l'égard de l'enfant, de la fille, qui a refusé de se constituer partie civile contre son père en disant que c'était trop violent. Et surtout, il nous a nargué le jour de l'audience. Et il a dit t'es contente, t'es morte, t'es qu'une conne. C'est pas grave, je vais te retrouver, je ferai la peau. Et je lui dis, monsieur, encore, vous dites une phrase, vous avez interdiction d'approcher, une phrase, monsieur. Et là, vous allez en détention. Et moi, je suis pas très grande, mais en fait, ces hommes-là, en fait, ils ont rien. C'est des gens, quand on est capable de frapper une femme ou qui que ce soit, c'est qu'on n'est rien. C'est qu'on n'est pas... c'est vraiment de dire, c'est des gens qui, comme ils ont un manque de confiance en eux, ils ont besoin d'écraser l'autre. Et d'humilier. Et c'est souvent ces femmes belles, solaires. J'ai pris ces femmes et elle est une femme extraordinaire, intelligente, douce, cultivée. Pour vous dire, cette femme-là, elle s'en est sortie. Je l'ai divorcée. On n'a pas fait un divorce à l'amiable, vous imaginez bien, on a fait un divorce conflictuel. L'histoire, au départ, elle était extrêmement peinée, puisque dans le cadre de la procédure, en fait, il est arrivé à endormir et à manipuler le garçon, et qui a dit « Maman, je vais aller avec papa parce que le pauvre, il est mal. T'as vu tout ce que tu lui as fait subir. Il ne s'en sort plus. Il a plongé dans une dépression. » Et elle était tellement mal et je lui dis « Madame, vous verrez qu'il va revenir, votre fils, un jour vers vous. » 2 ans après, donc il est resté 6 mois, 1 an, je crois, chez le papa. Et finalement, il est revenu. Il a fait une psychothérapie. Il lui a dit un jour « Pardon, maman, j'ai compris ce que tu as vécu. » Et donc, pour vous dire qu'on s'en sort, elle va bien. Et du coup, je suis ravie d'avoir un jour croisé sa route et vous dire à toutes ces femmes qui n'osent pas,
regardez, on s'en sort même dans des conditions compliquées, conditions financières compliquées, mais finalement, il y a toujours du soleil à la fin. Voilà, donc ça c'est pour le premier témoignage de Sylvie. Je sais que je vous laisse sans voix parce que c'est vrai que... Non, on vous écoute, avec beaucoup d'intérêt. On sent bien la violence. Mais de dire, je pense que le message, et Corinne et Morgane, c'est que le message que je veux donner, c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas seuls. Tristement, les histoires ne sont pas singulières. On a le même fond commun. Il y a toujours ces prédateurs, des gens qui cherchent des failles, ou également le syndrome de l'infirmière. Moi, je vais y arriver, je vais le soigner. Ça va être différent et finalement, il vous plonge. Donc, le meilleur conseil, c'est de dire, n'y allez pas, sauvez-vous. Parce que de toute façon, hélas, vous ne serez pas différente de l'ex-compagne qui l'a abîmé. Dans votre récit, on voit bien qu'il y a aussi un problème de drogue. C'est quelqu'un qui doit se soigner. Ah oui, un problème, d'alcool. Alors, il y avait alcool et drogue. Il y a alcool et drogue. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de soins. Parce qu'effectivement, pour que toute cette famille puisse s'en sortir, il faut que lui aussi puisse se soigner. Que cette personne, cette femme puisse également, elle aussi, pour pouvoir retrouver une vie normale, également pouvoir avoir des soins, parce que lorsqu'on parle de cette façon-là à une personne, et on sait bien que les violences, ça entraîne la perte de l'estime de soi. Exactement. Il y a beaucoup de travail, donc là, il y a du travail, et pour les enfants aussi. Et comme vous l'avez dit, et peut-être que non seulement ce jeune garçon avait ce problème de conflit de loyauté, pour des enfants, ça reste un père et une mère, et le regard d'un enfant n'est pas toujours comme le regard d'un adulte. Et également, cet enfant, 2 ans plus tard, il avait 2 ans de plus. Bien sûr. Donc voilà, enfin, tous ces dossiers-là, tous ces problèmes-là, tous ces conflits-là, rien ne peut être mis de côté. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué parce que justement, il y a plusieurs individus, il y a plusieurs... pour une mère, elle pense à ce que son enfant puisse ne pas souffrir. Donc effectivement, souvent, elle se tait des situations. Là, c'était réellement impossible et plus vivable. Et la police a pu intervenir rapidement. Et ça, c'est tout l'intérêt de ce dossier, c'est que la police, malgré tout, elle a su sortir. La police a pu venir et elle a pu s'en sortir. Mais voilà, si cet homme ne se soigne pas, il y aura encore peut-être des problèmes de violence autour de cette famille-là, même s'ils se sont séparés. Ouais. Mais la situation sera effectivement améliorée. Ce que je voulais préciser quand même, quand on a parlé tout à l'heure que le monsieur était alcoolisé et également était sous l'emprise de stupéfiants, j'ai oublié de vous préciser, et ça aussi c'est important, souvent les victimes, et c'était le cas de cette femme, est tombée dans l'alcool. Parce qu'elle me disait comme il me frappait et que c'était tellement douloureux que quand je buvais, j'oubliais et j'étais dans ma bulle. Et il y a aussi cette honte-là. Alors elle s'en est sortie sur tous les plans. Elle va très bien et elle me disait, elle a une honnêteté. Et c'est vrai que quand j'ai plusieurs dossiers comme ça, où les femmes étaient victimes et en fin de compte ont plongé dans l'alcool. Tout simplement pour justement amoindrir leur douleur et de faire en sorte que de l'espace d'un instant d'oublier. Et ça, c'est aussi un point qui est important, c'est-à-dire que c'est l'argument souvent qui est invoqué à l'audience, en correctionnel, où on dit, d'ailleurs c'est un argument que je trouve extrêmement maladroit, qui n'est pas du tout apprécié par le tribunal, de justifier les violences en disant, vous comprenez, elle boit, donc monsieur a dit, il l'a retrouvé par terre, alors ils exagèrent toujours, en disant, ça justifie. Aucun acte ne justifie une violence. Absolument. Je voudrais revenir sur le problème effectivement de l'alcool ou des drogues. Elle a certainement bu pour amoindrir sa souffrance, mais peut-être dans ces fameuses, des fameuses emprises, on va appeler ça les attitudes d'emprise, on essaye aussi en fait d'accompagner la personne qui nous fait violence pour peut-être ressentir un peu moins de violence. Donc du coup, l'accompagner à boire, peut-être... Elle se disait que elle rentrait un peu dans son monde à lui et peut-être que... Alors, je dis ça, je connais pas le cas, mais je donne plusieurs possibilités à la prise d'alcool pour cette personne. Et j'avais autre chose à vous dire, que en fait, j'aurais souhaité connaître la peine
Bon, déjà, il a fait de la garde à vue, donc c'est jamais agréable. J'allais vous dire, moi j'ai emmené mes étudiants en comparution immédiate il n'y a pas longtemps, dans le cadre donc, de mon école. On est allé il n'y a pas longtemps, donc c'est la 23e chambre à Paris, correctionnelle, section 1, section 2. Et il y avait justement un cas pareil de violence conjugale. Et je crois que la personne a pris 10 mois, dont 6 fermes. Et mon étudiante a dit, c'est pour rebondir sur ta question, a dit, on se dit tu, hein, du coup. Oui, mais bien sûr. Voilà. Et du coup, l'étudiante m'a dit, mais madame, c'est horrible, 10 mois, c'est-à-dire que, alors je crois qu'il a eu 6, dont 6 fermes, mais c'est rien pour des violences habituelles. En plus, cette femme, elle était tétraplégique, il l'a frappée pendant son sommeil, enfin, une histoire sordide. Et effectivement, alors je sais plus combien la peine il a pris du ferme, hein, il a pris du ferme, mais il s'en est pas sorti. C'est-à-dire que lui, autant ma cliente s'en est sortie, ça a été vraiment... On parle de ce cas-là ou de ce cas-là. Elle était tétraplégique. Non, alors, pardon, pour bien préciser, voilà, c'est que tu me posais la question, est-ce que la peine... Oui. Je trouve aujourd'hui que les peines sont pas assez sévères pour des faits aussi importants. C'est-à-dire qu'en te donnant un exemple de violence conjugale, je suis allée vendredi en correctionnel, où il y avait on a écouté des faits de violence, et il y a eu la personne qui était auteur de violence à l'encontre d'une femme, sa compagne, et qui était tétraplégique, violence habituelle. Il n'a pris que, enfin ce que une étudiante m'a dit, après je laisse chacun libre d'apprécier, 10 mois d'emprisonnement, dont 6 fermes. C'est-à-dire 6 mois fermes et 4 mois, on va dire, il n'y a que 6 mois d'emprisonnement en tant que tel. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour moi, en tout cas pour mes étudiants, ils ont été horrifiés de dire une peine aussi moindre pour vraiment quelqu'un dans le cas des violences habituelles. Alors, 10 mois ferme, donc, dont 6 mois ferme. Non, 10 mois, dont 6 mois ferme. Donc 6 mois ferme, c'est-à-dire qu'il va effectivement aller au minimum 6 mois, parce que des fois, soit c'est compressible, soit c'est pas compressible. En général, bon, il sortira certainement au bout de 5 mois, soit pour bonne conduite ou pas, peu importe. Bon. Ensuite, il y a donc ces 4 mois qui sont rajoutés, qui sont soit en sursis probatoire, soit en sursis... bon. Donc il va avoir des obligations, il va être sous la surveillance de la justice. Donc je trouve que c'est important quand même. Obligation de soins, certainement il ne pouvait pas approcher madame. Il y a tout, bien sûr. Et ça, ne pas approcher madame, ça devait être certainement pendant plusieurs années, je ne sais pas, mais voilà. Non, après s'il y a des enfants, pas des enfants. C'est-à-dire qu'en fait une peine, elle est certes, des fois elle peut paraître dérisoire, mais on ne sait pas quelles sont les peines qu'il a eues avant. Donc en fait, quand la justice donne 10 mois, ça peut être quelque chose, d'autant que pour avoir visité plusieurs centres pénitentiaires, je peux vous dire que ne serait-ce que d'y rentrer, on n'a pas forcément envie d'y revenir le lendemain. Donc quand on y reste 6 mois, normalement, ça pourrait être... Après, ça peut quand même être un peu dissuasif. Après, je peux comprendre, mais... la société, elle fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on met 6 mois quelqu'un en prison, c'est qu'on estime qu'il a fait quand même quelque chose de grave. Hein. Voilà. Oui, non, mais... Après, elle est pas... C'est idiot ce que je vais dire, attention. Hein. Vous allez vraiment peut-être penser que mes propos sont... Mais bon, ce serait pas la même chose si elle était... Bon, c'est une personne vulnérable, donc ce serait peut-être moins si elle n'était pas vulnérable. Ce que je veux dire par là, c'est que les peines aussi, suivant en fonction des situations, voilà. Mais c'est isoler la sanction. C'est pas forcément rendre service aux peines et aux décisions. Si tu veux, on en reparlera. C'est un vrai débat et de dire la peine, mais. Moi, je vous livrerai juste le ressenti de mes étudiants. Mais c'est important parce que le ressenti des étudiants, c'est le ressenti des étudiants, c'est le ressenti de tous lorsqu'ils entendent des peines et qu'on ne sait pas leur expliquer. C'est ça, et on ne sait pas dire quelle a été l'issue. Est-ce que ce monsieur, effectivement, au bout de sa peine, avec ses obligations de soins, etc., est-ce que la situation... Parce que l'idée, c'est que la situation puisse se rétablir et que chacun puisse reprendre une vie meilleure. Voilà. Et c'est ce qu'on souhaite. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il peut prendre 24 mois, mais s'il sort
et il est encore plus violent, et c'est quelqu'un qui peut encore plus faire craindre des choses à la société, moi j'essaye de faire confiance à la justice. Non, mais en décision. Si tu veux, Corinne, là je vous parle de ce dossier-là en vous expliquant la peine et ce que tu me demandais, la peine. Oui, je sais que le mien, dans le dossier-là, il a eu moins. C'est-à-dire qu'au départ, il a eu une peine avec sursis. Combien de mois de sursis? Je crois 4 mois ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc c'est très peu. Et finalement, c'est très peu, mais ça protège. C'est ce que je voulais dire. Ça protège parce que la sursis, c'est que si pendant 5 ans, mais il ne fait pas d'acte qui puisse être. Mais il y avait un sursis probatoire et le probatoire est tombé, en fait. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà, oui, non, mais dites-le. Non, mais vraiment, c'est important. C'est important parce que on échange, mais dites-le. Non, oui, c'est que du coup, il y avait. Ça, je rentre un peu dans les détails. Je peux paraître un petit peu. Non, pas du tout. Mais c'est parce que lorsqu'on est un petit peu spécialiste de certains sujets, on oublie que des personnes qui nous écoutent, alors après, elles peuvent s'arrêter simplement à ce qu'on essaie de leur expliquer, mais ce qui peut amener quelquefois, des fois, des clameurs publiques ou des remous dans la société qui ne sont pas toujours toujours je vous écoute, Vanessa. Non, ce que je disais, que c'est probatoire. C'est-à-dire que finalement... Expliquez peut-être. Alors, du coup, c'est-à-dire qu'on dit, vous êtes condamné à 4 mois, en l'occurrence, d'emprisonnement, donc avec sursis probatoire, à condition d'avoir des soins, de travailler, etc. À partir du moment où vous ne respectez pas ces obligations, le sursis tombe. Et c'est ce qui s'est passé. En plus, interdiction d'approcher. Le sursis tombe, ça veut dire qu'il est révoqué, donc la personne est susceptible de pouvoir aller en détention. En détention. Elle peut rencontrer un autre juge qui, lui, décidera de comment sera cette détention. Soit avec un bracelet électronique, soit... voilà. Donc c'est important parce que les gens ne comprennent pas. En fait, en droit, et même les juristes, on est un petit peu entre nous et quelquefois, les personnes, ça reste extrêmement secret, comme ce qu'on se disait un petit peu pour l'éducation, où ça reste un monde malgré tout un peu fermé. Et c'est dommage parce qu'il faut savoir tout ce que la société fait et met en place. Une société, elle ne se construit pas comme ça, quoi. Il y a énormément de choses qui sont faites pour que ça soit du mieux possible. Donc le sursis probatoire, c'est un sursis avec des obligations, et que si ces obligations ne sont pas respectées, le sursis tombe, ce qui est à dire, la personne peut aller en détention, et suivant le dossier, suivant les faits, elle peut y aller, mais sûr et certain. Oui, mais là, en l'occurrence, et ça peut même révoquer avec... Mais là où je te rejoins, Corinne, et je pense que même les victimes, d'ailleurs, dans ces dossiers-là qui sont poignants, les victimes, quand elles sont présentes, elles veulent pas spécialement qu'ils aillent en détention. C'est pas leur objectif. Elles veulent que le calvaire finisse et qu'ils comprennent et qu'ils s'en sortent aussi. Oui, nous, l'objectif, ces affaires. Nous, l'objectif, et je le dis bien, c'est de reconstruire ces femmes et qu'il y ait une réponse judiciaire à la hauteur des faits qu'elles ont subis. Et ces hommes, les femmes, évidemment, parce qu'elles sont des victimes. Mais quand c'est un homme sous l'alcool et qui a besoin de soins... mal terminé pour ce monsieur. Et du coup, je finis. Oui. Parce que l'objectif aussi, c'est que, et là, nous, avec l'association, on travaille justement pour comprendre pourquoi ces hommes sont violents et pourquoi finalement la société, parce qu'on a une part de responsabilité, n'est pas arrivée à écouter leur mal-être et de les aider. Mais nous sommes bien d'accord que la victime ici, c'est c'est la victime, c'est la personne. La victime, elle est victime. En l'occurrence, il n'y a pas de débat. Bien sûr, la victime, c'est celle qui a subi les violences. Mais moi, ce qui est aussi important, c'est de réfléchir aussi pour que l'objectif, c'est que, tu l'as dit, Corinne, c'est-à-dire que la détention, c'est bon, bien sûr. N'oubliez pas l'objectif, d'ailleurs, ce que me demandaient mes étudiants, c'est quoi l'objectif d'une sanction? C'est de sanctionner les faits tel qu'il est prévu dans le code, c'est-à-dire sanctionner les faits et d'éviter la récidive. Donc, si la personne comprend et soignée et indépendamment de son mea culpa, mais fait, voilà. Donc c'était juste de dire, mais voilà, de dire que certains, ça peut choquer que qu'on a une peine. Mais non seulement ça peut choquer, mais je pense que vous allez également dans ce sens comme quoi ça pouvait être choquant, mais effectivement, quand on n'a pas un dossier, quand on ne sait pas ce que cette personne a pris avant, ce qu'elle est capable, est-ce qu'elle est capable de récidive ou pas, est-ce que voilà, ce que je voulais, en fait. La victime, pour moi, elle est reconnue, c'est évident que c'est Sylvie, et j'irai jusque-là, et ce sont ses enfants qui sont témoins des violences conjugales. Oui. Vous voyez, après, pour la société,
il y a des choses à faire également. Lorsqu'il y a des problèmes avec des obligations de soins, c'est parce que ce monsieur, effectivement, a besoin de soins et il faut pour se réinsérer dans la société du mieux possible, parce que vous avez bien vu que même les enfants, quand le père a pu se soigner et a pu s'en sortir également, c'est toute la famille qui va mieux, quoi. Pardon. Donc, effectivement, je vous ai interrompu parce que juste, je trouve que pour que le débat soit intéressant, il faut qu'on puisse expliquer les décisions de justice et qu'est-ce qui est effectivement fait pour qu'on essaye de rester sur le réel au plus près possible des situations. Pardon, donc ça c'était notre premier thème. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur Sylvie? Non, donc pour conclure, parce que je voudrais pas vous avoir embrouillé tout le monde. Moi je vais pas. Donc pour conclure, Sylvie, donc aujourd'hui, elle est séparée. Elle est divorcée, elle vit avec ses enfants à son domicile. Le père arrive à voir les enfants. Ce que j'ai dit, c'est que du coup, finalement, lui, il s'en est pas sorti. Il s'en est pas sorti, donc il peut toujours pas voir les enfants. Ah, mais plus qu'il peut pas interdiction d'approcher, il vient. Même les enfants. Interdiction d'approcher tout. Voilà. Donc voilà, donc la famille est protégée tant que ce monsieur ne voilà. Mais le problème. Donc c'est encore une fois, c'est toquez à la porte des associations. Vous êtes dans des situations difficiles, n'hésitez pas, allez-y, parce que vous pouvez vous en sortir. Exactement. Voilà. Du coup, je voulais vous parler du deuxième témoignage, du coup, celui de Carole, qui a une violence habituelle, de par son compagnon. Alors, c'est une situation un peu complexe et je voulais vous expliquer le contexte. J'ai rencontré cette femme dans le cadre de l'association. Et cette femme, alors on dit toujours, on imagine comment est une victime, et cette femme est arrivée extrêmement arrogante, extrêmement, j'allais dire, très revendicatrice, beaucoup de violence, et en disant il faut qu'il paye, il faut qu'il crève, des propos très forts, et en fait, je ne comprenais pas ce qui s'était passé, son histoire. À part l'insulter, c'est tout ce que j'avais comme début d'histoire. Et cette femme, je me rappelle, quand je lui ai dit, écoutez madame, si demain, donc elle m'expliquait qu'elle avait déposé plainte, qu'elle n'avait jamais eu de retour de la part du commissariat, qu'elle avait un sentiment que tout le monde se moquait de son dossier, se moquait de son histoire, se moquait de ses violences, se moquait de ses blessures, et que du coup elle était en pleine rébellion. Mais ça, je l'ai compris, à la fin je lui ai dit, écoutez madame, j'entends ce que vous me dites, mais si vous voulez que je vous aide, il va falloir changer d'attitude. Demain, vous ne pouvez pas aller devant un tribunal correctionnel avec une attitude comme celle-ci, à condition d'être renvoyé devant un tribunal correctionnel, en tout cas on estime que les faits sont suffisamment graves et justifiés pour pouvoir être renvoyé devant un tribunal correctionnel. Mais je dis, mais madame, si vous avez cette attitude, c'est contre-productif. Il va falloir expliquer, les masques, expliquer, et c'est aussi compliqué. C'est pour ça que je vous dis, dans le cadre de l'association, on leur explique ça. C'est-à-dire, on leur dit, voilà, je vous crois, je suis convaincue de ce que vous avez eu. Je sens votre blessure, je sens votre douleur, mais pour que vous soyez, que la réponse judiciaire soit à la hauteur de vos attentes, il va falloir balayer les masques. Il va falloir expliquer ce que vous avez. Et c'est un vrai travail, ça. Du coup, on aide avec des psychologues, etc. Moi, je veux dire, je ne suis qu'avocat, mais l'habitude aussi d'écouter les gens. Et donc finalement, on a fait un travail avec cette femme-là pour qu'elle m'explique vraiment ce qui s'est passé. Cette violence habituelle, c'est pour ça qu'elle avait un cri de détresse, c'est que pendant plusieurs années, elle vivait avec un homme qui vivait dans le sud. Et donc, il venait la voir de temps en temps, il la quittait, il la reprenait. Il osait même lui dire « tu me suffis pas, donc je vais voir ailleurs ». Mais comme elle l'aimait, chacun a une définition, la vraie définition c'est faire du bien, mais en tout cas elle pensait l'aimer, on va dire ça comme ça. Et d'un homme qui lui faisait du mal. Voilà, c'est ça, mais je pense que voilà. Et finalement elle le reprenait chaque fois. Et à un moment donné, donc elle a porté plainte parce qu'il a été violent à son égard. Lui, il n'était pas sous l'emprise d'alcool, mais quand ses remarques n'allaient pas dans le sens, un petit coup par-ci, un petit coup par-là, et elle arrivait à vivre dans la peur. Et il lui envoyait des messages aussi, du harcèlement par téléphone, par SMS, jour et nuit. Et ce qui avait été aussi frappant dans ce dossier-là, c'est que
Donc la plainte n'avait pas abouti à date, parce qu'il y avait... Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une plainte complémentaire, parce que comme il a fait énormément de SMS malveillants, et j'allais dire le point d'orgue j'allais dire l'histoire, et ce qui a fait que ça a été entendu devant le tribunal correctionnel, c'est qu'un jour, il est arrivé en pleine nuit, et elle a refusé d'ouvrir la porte, elle a mis plein de verrous, etc., parce qu'ils étaient séparés, ils ont fini par être séparés, mais il est arrivé, comme c'était toujours sa femme, entre guillemets, il venait quand il avait envie. Et elle, par, je sais pas, amour, faiblesse, enfin, on ne sait pas, le laisser quand même de temps en temps venir. Alors, sous prétexte qu'ils avaient un enfant en commun, de passer une semaine, après repartir, venir. Et un jour, donc, elle a dit, j'en ai marre. Et donc, elle avait fermé un des verrous. Et donc, il a cassé tout de l'extérieur, la charpente. Enfin, il a abîmé aussi le jardin. Enfin, et donc, elle a porté plainte, en plus, pour ces faits-là. Et ça a été renvoyé dans le tribunal correctionnel de Créteil. Et dans ce dossier-là, ce qui m'a été aussi le plus... qui m'a plus interpellée, c'est qu'ils avaient un petit bout de chou de 8 ans. Et à un moment donné, comme en fait, ils n'en pouvaient plus, et il voyait sa mère très mal, à pleurer. Genre, moi, je l'ai trouvé dans un état de détresse, en hurlant sa peine. Il a dit de toute façon, la seule solution, il l'a dit quand il a été entendu par les officiers de police judiciaire, il a dit la seule solution, c'est qu'il meure. Ah, c'est terrible. C'est horrible. Et c'est vraiment, moi je vous ai choisi des histoires qui me semblent très révélatrices un petit peu de différentes histoires, mais celle-ci elle m'a énormément touchée parce que l'enfant, et c'est pour ça que Corinne, je dis toujours les violences familiales, parce que nous les adultes on a des codes, on arrive aussi à comprendre, mais des enfants avec aussi ce problème de loyauté entre père et mère, et puis un enfant par essence il aime autant son père que sa mère, et quand celui que vous aimez aussi fort fait du mal à l'autre, on est déstabilisé. Et surtout, sa mère, donc qui ne dormait plus, elle a pris énormément de poids, faisait que de manger, donc elle a carrément sombré, elle, plutôt dans la boulimie. Voilà, il a dit les choses, et j'ai les témoignages assez poignants, donc je ne sais pas s'il y a besoin de lire un petit peu le témoignage, mais c'était vraiment pour raconter cette histoire. Et au départ, pour aussi être très transparente avec vous deux et avec nos auditeurs et nos auditrices, c'est de vous dire que j'en ai même un peu voulu à la maman en disant comment un enfant peut dire « je préfère qu'il meure ». Je me suis dit, mais ce fait-là un peu enlevé de son contexte, peut-être, je me suis posé la question de savoir ce que disait madame, peut-être. Et finalement, quand elle m'a raconté son histoire, cette violence habituelle, que quand ça allait pas, on lui donne un petit coup et que c'était un peu normal, sans compter les insultes, je pars, je reviens, tu es ma chose, je te raconte mes phrases sexuelles avec d'autres personnes, mais c'était devenu son quotidien, et c'est l'enfant, ce regard-là, et c'est pour ça que voyant cette souffrance-là et ce côté, on va dire, anormal, qui lui dit, il faut qu'on n'en peut plus, parce qu'à un moment donné, l'officier de police judiciaire lui pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il ferait pour que ça s'arrête? Et sans appel, il faut qu'il meure. Voilà, donc, bon, finalement, vous avez compris, il n'est pas mort, il n'est pas venu à l'audience, il s'est fait représenter. Le magistrat à l'audience à Créteil a été extraordinaire, où vraiment, j'allais vous dire tout à l'heure, on parlait de peine. Pour te dire, Corinne, je ne me souviens pas de la peine. Je me souviens juste des larmes de madame, de soulagement, en disant, ça y est, c'est fini. Ils ont compris, il a été condamné. Et je pense que c'est ça, au-delà du bon temps, c'est de dire que finalement, elle a été crue, elle a été entendue, et la sanction, on s'en fiche 3 mois, 4 mois, mais de dire ça y est, c'est ma douleur, elle est partie, elle a changé de camp en fait. Et ça, c'est important. Voilà, c'était aussi ce deuxième témoignage que je voulais vous livrer. Sur ce deuxième témoignage, moi j'essaye toujours un petit peu de... la plaignante, votre cliente, a eu une attitude ambivalente, ne serait-ce qu'envers elle-même, ce qui était très compliqué. Et l'enfant, lui qui était avec sa maman, a vécu dans cette violence et dans cette terreur, dans l'attente de cette personne qui pouvait leur faire du mal à tous les deux. Exact, et à tout moment. Et à tout moment. Donc, après, elle a installé 4 verrous, elle ouvre les verrous, elle les referme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est agréable à entendre, c'est qu'aujourd'hui, elle s'en soit sortie et que, quelque part, encore une fois,
on parle ici d'emprise, on parle malgré tout de dépendance amoureuse, de dépendance affective, et c'est là toute l'incompréhension et la difficulté, c'est de se dire comment des femmes sous violence peuvent-elles encore rester, ou peuvent-elles encore d'abord que lorsqu'il y a un enfant, c'est extrêmement difficile. C'est ça, je voulais aussi préciser aussi ce point pour nos auditrices et nos auditeurs. Je pense que vous l'avez compris, le dénominateur commun de toutes ces histoires, c'est qu'il y a un enfant. Et justement, ce que disait Carole et ses arguments, c'est-à-dire qu'il venait, mais sous prétexte de voir l'enfant. Et elle se dit, mais comme c'est le père, il n'y a pas de décision, il n'y avait pas de décision de justice en disant, et nos auditeurs le savent, très compliqué. Autant de droits quand on n'a pas de décision de justice, autorité parentale conjointe par essence, et toute la difficulté. Donc elle dit, je ne peux pas priver l'enfant de son père. Et le père, il a envie de venir voir son fils, je ne peux pas lui dire non. Et ce qui est quand même... Donc, elle savait pas trop, donc c'est pour ça aussi cette dépendance et ce cercle vicieux et ce mal-être. Je voulais juste peut-être souligner pour nos auditeurs, parce que j'ai retrouvé une des mains courantes qu'elle avait faites à l'époque. Après, je préciserai quelque chose sur les mains courantes pour que nos auditrices et nos auditeurs n'oublient pas. Pour vous montrer un peu la violence... Et je vous ai dit toujours, ça commence par l'enfant, donc elle porte une main courante et dit samedi il m'a appelé pour parler à son fils. Après il m'a fait savoir qu'il voulait monter pour voir son fils, et ce malgré le confinement. Donc on est en plein confinement. J'ai essayé de le raisonner en vain. Juste avant, il lui a dit, il lui écrit, je veux prendre des nouvelles de notre fils. Donc ça commence toujours comme ça. Suite à cela, il m'a envoyé un message à mon cousin qui l'a transféré, dans lequel il va montrer qu'il va venir récupérer tout ce qui lui appartient. Donc apparemment, il a laissé ses affaires au domicile. Puis il m'a envoyé des messages dans lesquels il m'a dit de raser les murs quand je sors, qu'on ne sait jamais, que je vais pleurer, que mon grand-père décédé est un insulté, un pédophile, j'ai peur de lui. Il n'a pas les clés de chez moi, mais ça ne l'empêche pas de rentrer. Il a déjà été violent envers moi et j'ai déjà porté plainte. Donc, menace de mort est toujours le prétexte de l'enfant. Donc, elle me dit, mais moi, je ne veux pas le bloquer parce que, comme il n'y a pas de décision, il a le droit de voir son fils. Donc, aussi ça, ce qui est important aussi de souligner, c'est que le meilleur conseil que j'ai à vous donner dans ces cas-là, à nos auditrices, à nos auditeurs, c'est que dans un cas similaire, il faut déjà avoir une décision de justice pour que finalement, soit on verra autorité parentale exclusive ou conjointe, peu importe, avec un droit de visite d'hébergement classique ou pas classique, mais vraiment que des choses, que le juge des affaires familiales soit saisi et qu'il y ait une décision qui puisse, donc, en tout cas, encadrer ce droit de visite d'hébergement et d'éviter justement qu'il soit ce biais-là pour être une source de violence. Donc ça, c'est le deuxième témoignage que je voulais vous livrer. Et vous voulez faire un petit point par rapport aux mains courantes. Oui, exactement. Merci Morgane. Donc je voulais faire un point, et ça c'est important. Je vous ai lu une main courante. Hier, quand on allait faire des signalements de violence, on allait au commissariat et la première des choses que faisaient les victimes, sans vouloir porter plainte parce qu'elles avaient peur, c'est de faire une main courante. Aujourd'hui, c'est plus le cas. À partir du moment où vous dénoncez des faits de violence, il y a un signalement automatique au parquet. C'est-à-dire que c'est comme si quelque part on déposait plainte. C'est-à-dire le parquet va être saisi, informé de ce qui se passe dans la vie, en l'occurrence là par exemple de Carole. S'il dit voilà, mon conjoint me frappe, mon conjoint m'invective, ou il y a des violences physiques, morales, financières, que sais-je, dans ce cas-là il doit être saisi d'office et il doit donner les suites opportunes à ces faits-là. Et ça, c'est une nouveauté qu'il faut saluer. Et justement, ce qui explique aussi, Corinne, quand tu parlais des plaintes qui ont été plus importantes, c'est... Des dépôts de plainte, oui. Oui, c'est que tout simplement, elles se sentent plus entendues, plus rassurées, et puis il n'y a plus de main courante aussi. Il y a des formations maintenant. Et il n'y a plus de main courante. Il y a du coup un signalement. Et c'est ce que je voulais souligner, c'est un point important à savoir, ou en tout cas à se mettre à nouveau en tête. Ce que j'aimerais ajouter par rapport à ce témoignage, c'est qu'il y a nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, c'est que, en fait, en allant porter plainte, quand on est sous emprise, ou quand on aime encore son conjoint, et quand on est maman et qu'on veut protéger son enfant, c'est la meilleure façon de protéger
tout le monde. Parce qu'un homme qui agit de cette manière-là, souvent, ça ne va que de plus en plus fort. Et la toute-puissance est de plus que personne ne l'arrête. Donc, de mettre des personnes qui ont un regard déjà sur la situation, l'enfermement est moindre, et quelque part, ça aide l'enfant. Ça peut effectivement, et on le souhaite, et la situation, on est là pour ça, ça va aider la femme, donc la maman, la mère, la femme, et l'homme qui est violent, on parlait de 6 mois ou 10 mois tout à l'heure en parlant de peine, etc. Et il peut être détenu à vie et il peut avoir des peines beaucoup plus lourdes. Donc d'arrêter ces situations, c'est en fait aider la société à ce qu'elle puisse aller mieux. C'est-à-dire que des petites sur un petit dossier, c'est-à-dire sur quelque chose qui peut nous sembler que c'est tout à fait petit, mais en fait on aide la société tout entière. Parce qu'on fait en sorte qu'il y ait une compréhension de la société qui dénonce des violences conjugales plus facilement, qui ait un petit peu moins de crainte d'appeler la police et de faire appel à la police qui est là pour nous, qui est là pour protéger les personnes, comprendre que les lois c'est fait pour protéger tout le monde et faire appel aux lois, et faire appel aux associations lorsqu'on n'a pas de moyens. Tu as raison Corinne de préciser, mais moi ce que je pense que je l'ai martelé à plusieurs reprises, c'est que de se dire, et c'est le cas de plusieurs personnes, elles pensent à tort finalement qu'il s'en sortira toujours, et c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Et je pense que quelque part, alors moi j'en dis toujours, mais c'est très courageux. Ça fait passer par des situations difficiles, mais au moins elles s'arrêtent à un moment donné. C'est très courageux. C'est la raison pour laquelle vos associations sont extrêmement importantes. Et il y a l'écoute, et puis moi je sais que mon équipe m'écoute. Je pense à Louis, je pense du coup à toutes ces femmes, à Martine qui m'accompagne, je pense à Claudine, je pense du coup à Pauline qui est notre avocat aussi dans l'association qui nous aide, je pense à Michel 1, Michel 2, je pense à toutes ces femmes qui sont avec nous et qui passent leur temps pour justement aider, accompagner ces familles qui ont vraiment besoin de pouvoir avoir un regard aussi distancé, neutre, et ça c'est aussi important. Je pense aussi à Valérie qui est avocat aussi et qui aide également. Alors elle est spécialisée en tout ce qui est droit des affaires, mais du coup il y a aussi tout ce qui est problème de loyer, etc. Donc on a vraiment ces femmes, je dis toujours ces femmes formidables, ces petites fées, et qui permettent justement d'embellir le quotidien de ces victimes. On sait que c'est vraiment un problème de société, et c'est pour cette raison qu'on a eu envie d'en parler aujourd'hui, et qu'il faut continuer à en parler, parce que c'est un problème aujourd'hui qui en fait a des répercussions sur les écoles, sur la santé publique. Je voulais rebondir là-dessus sur les écoles. Je voudrais alors ensuite, si ça vous ennuie pas, Morgane, Vanessa, comme c'est effectivement des sujets très très lourds, émotionnellement aussi. Alors je sais bien que la chanson qu'on a passée pendant la pause est aussi un peu difficile, mais comme ça on restera sur le sujet. Si ça vous ennuie pas, on fait une petite pause musicale après ce deuxième témoignage, et nous en avons 3 autres ensuite qui sont aussi très puissants. Là il y aura des fois pas la présence d'enfants, c'est-à-dire qu'on va parler encore d'autres choses, de violents époux, voilà. Donc restez là, nos auditeurs, restez là et appelez si vous avez envie de parler de quelque chose même qui vous concerne. Vous ne donnerez pas votre nom, votre prénom, vous appelez de manière anonyme, et on essaiera de vous y répondre au mieux pour que vous puissiez aborder et affronter les situations que vous vivez de manière un petit peu vous serez un petit peu peut-être soulagé de savoir qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. On est là pour vous. Et pour participer, donc c'est le 08 90 37 38 38. On
se retrouve après cette courte pause musicale avec la chanson La boxeuse amoureuse de Arthur H. À tout de suite. Et nous arrivons donc à la fin de cette petite pause musicale. Il est vrai que le temps passe extrêmement vite. On a été captivés par ces différents témoignages et les choses que vous avez partagées avec nous, Corinne et Vanessa. Alors, j'espère que vous accepterez, les filles, de revenir sur Radio Ici et Maintenant pour pouvoir peut-être partager aussi d'autres témoignages et avoir des nouvelles des personnes où on a eu l'occasion d'en savoir un petit peu par rapport à ce qui s'est passé dans ces violences familiales. Alors, si vous voulez bien, on va petit à petit conclure, mais on aimerait quand même entendre un autre témoignage, ce témoignage, Vanessa, qui se termine bien. Et Corinne, oui, vous souhaitiez ajouter je voulais dire, Morgane, que oui, nous reviendrons. Nous en avons convenu hors antenne. Nous reviendrons au mois de juin, avant les vacances scolaires. J'invite nos auditeurs et nos auditrices et nos auditeurs à envoyer leurs questions. Comme cela, nous compléterons l'émission au mois de juin par des réponses à vos questions, et vous aurez des réponses à des questions juridiques, vous aurez des réponses à des questions d'éducation si vous le souhaitez, des problèmes avec vos adolescents, des problèmes avec la justice pour vos adolescents, c'est-à-dire on ouvre un petit peu le débat par rapport à des compétences que l'on pourrait remplir l'une et l'autre. Voilà, donc maintenant, effectivement, on va finir pour que vous passiez, qu'on se quitte sur des notes quand même un peu. On va finir sur un témoignage qui se termine bien. Et donc, nous parlerons, si vous voulez dire quelques mots sur les viols entre époux et les conséquences que ça peut avoir, on pourra en dire quelques mots. Et puis, je crois que vous allez parler de Lauriane, parce que nous avons oublié de la citer. Et donc, nous reprendrons les témoignages le mois prochain. Nous allons fixer une date. Vous l'indiquerez à nos auditeurs. Et nous aurons le plaisir de revenir pour... on aime bien se retrouver toutes les trois, en fait. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup, Morgane. Oui, donc à vous la parole, Vanessa. Oui, je voulais juste avant de remercier toutes mes, comme je l'ai dit, toutes mes petites fées, il y en a de nombreuses et c'est ce qui change le quotidien des victimes. Je voulais vous parler d'un témoignage, alors et vous le partagez. Qui concerne une femme qui a été victime de viol entre époux, enfin entre concubins pour être plus précis. Cette femme que je vais appeler Aline a vécu plusieurs années avec son compagnon et elle a décidé, elle a eu le courage de le quitter. Et un soir, il a défoncé la porte et il l'a violée. Et elle était... Alors, ce qui est dans cette histoire horrible, c'est qu'il y avait du sang partout, en fait. Donc, il l'a agressée avec, justement, violence. Et elle a pris des photos et surtout, elle a appelé sa belle famille. Et sa belle famille a dit « Ah, t'as dû mettre de la confiture par terre, tu es une grande manipulatrice, etc. » Je veux quand même dire un mot, parce qu'on parle de viol entre concubins ou entre époux. Sachez que certains vous diront devoir conjugal. Ah ben si je dis non, c'est pas possible. Mais quand une femme dit non, c'est non. Sinon, c'est un viol. Et la difficulté qui est vraiment palpable, et je pense que vous l'avez compris, c'est comment justement démontrer on est face à un viol et qu'on a dit non et qu'on n'est pas consentant. Parce que par essence, vous vivez sous le même toit, vous n'êtes pas divorcé, vous vivez avec l'autre, mais qui va pouvoir témoigner que finalement vous avez dit non? Et dans ce dossier-là, la difficulté, c'était de démontrer que finalement, elle n'était pas consentante. Alors vous me direz, il y a eu du sang, etc. Mais ce qui a été quand même particulier, parce qu'en fait, il a carrément déchiré. Non, mais non, il a tout. Comme elle, enfin voilà, elle voulait pas. Elle a été déchirée parce qu'elle s'est débattue, donc il y avait du sang, etc. Après, il y a des pratiques sexuelles particulière. Elle est à l'UMJ, elle n'est pas partie à l'Hôtel-Dieu. Alors, elle était tellement tétanisée que non, il n'y avait rien en fait. Okay. Donc en réalité, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, si, il y avait ces éléments-là, mais elle n'a pas fait, en tout cas, consigner les choses tout de suite. Elle a attendu un délai. Et c'est vrai que peu d'éléments pour démontrer que finalement,
elle n'était pas après consentante, et que évidemment c'est effectivement la scène avec du sang par terre, c'était pas elle qui a inventé, qui avait pris du sang un peu plus tard et qui avait fait une mise en scène, parce qu'on entend des histoires horribles aussi. C'est une double peine quand les beaux-parents viennent. Voilà, et les beaux-parents qui ont pu se contester, etc. Et donc cette femme complètement angoissée et finalement ne voulait pas raconter son histoire, a eu le courage d'aller au commissariat du 17e. Quelques jours plus tard, pour expliquer. Et nous, on est en lien avec le commissariat du 17e, avec l'assistante sociale du 17e, et elle lui dit, mais allez voir l'association, expliquez. Et pour vous dire, Corinne et Morgane, que l'histoire se termine bien, c'est qu'après plusieurs mois où justement on a tenté de trouver les éléments, etc., et puis il y a des confrontations, il y a également, comme on dit, les magistrats font leur intime conviction, et bien finalement, monsieur va être renvoyé du coup pour ces faits de viol. Ah oui. Et du coup, c'est une vraie... cher, lui. Ouais, et c'est un vrai soulagement pour madame, pour nous, et de dire que finalement, c'est quand même compliqué de rapporter cette preuve-là. Et du coup, je suis très heureuse, et je pense à Apolline qui travaille avec nous dans le dossier et qui a pu permettre que la voix d'Aline soit entendue, et de dire que, hélas, il y a encore beaucoup d'Aline, et que finalement, si vous connaissez ou de près ou de loin des cas en ce sens, c'est de leur dire que finalement, avec un accompagnement pluriel, pluridisciplinaire, on s'en sort. Et c'est vrai que je finirai juste là-dessus, parce que j'ai cité quelques personnes, et c'est vrai, tu as raison, j'ai une équipe formidable, et c'est grâce à elle que finalement on a pu aider toutes ces personnes. On a hélas encore beaucoup de personnes à aider, donc je pense à Louise, je vous ai dit, à Valérie, à Claudine, à Michel 1, Michel 2, mais elles se reconnaîtront, à Véronique, à Daniel, à Françoise, à Apolline et à Lauriane. Ces petites fées, et je le dis parce que je crois que c'est le premier mot qui me vient quand je pense à ces femmes-là, qui ont et à Martine, qui ont justement cette écoute bienveillante et qui accompagnent sans juger, et pour permettre d'améliorer le quotidien de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants. Merci Vanessa. Avec plaisir. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de rappeler votre numéro de l'association, qui est le 07 60 27 20 81. Dire que vous êtes également joignable par mail. Le mail de l'association, c'est assoavif, @gmail.com. Je voulais remercier Morgane encore pour son accueil, et puis finir par vous dire qu'il y a un numéro de téléphone qui est gratuit et anonyme, qui pourra vous mettre en contact avec des personnes disposées à vous aider, qui est le 3919. Donc merci beaucoup à vous. Il y a le 17 de la police secours, bien sûr, le 117 du SAMU, le 114 que vous pouvez pour dénoncer des faits de violence par SMS. Voilà, que faire, que vous dire de plus, que nous vous remercions de votre écoute, que nous viendrons vous voir au mois de juin, que n'hésitez pas à nous contacter, d'envoyer vos messages, nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, de la liker si vous avez aimé, de la partager, parce que nous aiderons comme ça en plus un plus grand nombre de personnes et de femmes qui sont en difficulté, qui entendront peut-être que c'est aussi d'elles dont il s'agit, parce qu'elles ont vécu cela, ou parce qu'elles ont entendu d'autres personnes qui avaient vécu ça, et qu'il y a des gens qui sont là pour les porter, pour les aider, pour leur donner la main, et aider à supporter, rendre ça un peu moins difficile. Merci Morgane. Avec plaisir. Un excellent week-end à tous. Si ça tombe à vendredi, également. Pour les gens qui sont en direct. Oui. Eh bien, un immense merci à vous deux. On se revoit et retrouve donc vers le mois de juin avec plaisir. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'entendre ce type de témoignage, mais je pense que c'est extrêmement important justement qu'on en parle, et que les femmes et les personnes, en tout cas qui sont victimes de violences familiales, puissent trouver des solutions et trouver un soutien, comme le propose en tout cas l'association de Vanessa à vivre. Merci à vous deux. À très bientôt sur Radio Ici et Maintenant, et merci aux auditeurs et auditrices pour leur écoute et pour leur fidélité. À bientôt.